Écoutez, félicitations d'abord pour cette initiative qui est extrêmement intéressante et originale. Pour avoir organisé ici au mois de juin, avec des tas d'organisations très puissantes, la Caisse des dépôts de consignation, etc., un atelier dans cette salle, je constate qu'il y a autant de monde, aujourd'hui qu'il y en avait en juin. Bon, c'est vrai qu'en juin, on avait une grève de la SNCF qui nous a pas forcément arrangé les choses, mais malgré tout, ça prouve votre capacité à la fois de mobilisation et d'attirer les gens sur des sujets. Bon. Donc, alors je vais essayer de trouver, oui, ça doit être ça, moi, oui, d'accord. Paiement pour services environnementaux, bon, nature et controverse, je vais un petit peu revenir. Alors, je pense que ça tombe bien que j'intervienne après Denis, parce que je pense que je vais effectivement discuter un petit peu du concept et puis de montrer que bon, je vais essayer de prendre position un petit peu sur un certain nombre de concepts pour montrer qu'on peut quand même avoir quelques définitions relativement plus précises qui permettent de clarifier un peu les choses. Alors attendez, comment ça marche? Ouais, c'est comme ça. Alors, pourquoi d'abord est-ce qu'on parle de paiement pour services environnementaux? Alors la question a tourné. Alors Denis considère, et comme beaucoup de gens, qu'au fond les deux termes sont utilisés de manière un peu subjective, etc. Bon, on peut constater effectivement qu'il y a des emplois un peu indifférenciés des deux termes. Je pense malgré tout qu'il est très utile, et je ne suis pas le premier tout de suite, je vous dis tout de suite, à avoir inventé ça. Il y a d'autres personnes. Alors je rends tout de suite hommage à Denis Couvé, Anne Tessèdre et Jacques Weber qui avaient fait un papier, etc., pour dire qu'ils avaient déjà posé cette distinction dans un papier précédent. Donc je leur rends tout à fait, je rends tout à fait à César ce qui est à César. Hein. D'autres personnes l'ont fait également, Martine Antonin, Cécile Barneau, dans le cadre du projet Serena, mais enfin en le prenant d'une manière un petit peu différente. Mais je pense qu'il peut être tout à fait utile par convention de distinguer deux choses, et je pense que ça correspond aussi à des réalités tout à fait claires, c'est-à-dire distinguer ce qui est du domaine des services écosystémiques, c'est-à-dire vraiment ce qui relève du fonctionnement écologique des écosystèmes, de la nature. Bon, par exemple, la photosynthèse, c'est quelque chose qui fonctionne avec ou sans l'homme, avec ou sans pratiques humaines. La pollinisation, la pollinisation par les abeilles ou par d'autres insectes pollinisateurs, ben, ça fonctionne avec ou sans l'homme, même si l'homme peut effectivement arranger les habitats, transporter des ruches, faire des ruches, etc., pour faciliter cela. Donc d'un côté, au fond, ce qui est la définition du millénium, les services rendus aux hommes par la nature, et les services environnementaux, qui là sont des pratiques. C'est-à-dire ce qu'on peut faire en tant que pratiques humaines, en tant que, effectivement, que des services que les hommes vont se rendre entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont être effectivement des choses que des services que les gens vont se rendre entre eux, y compris qu'on va rendre aux générations futures, y compris à des gens qui ne sont pas encore là, qui vont conduire à maintenir ou à améliorer un ou plusieurs services écosystémiques. Alors typiquement, bah, l'exemple c'est assez simple, hein, la pollinisation, c'est bien un service écosystémique rendu par les insectes pollinisateurs, et quand il n'y a pas d'hommes, bah, il y a de la pollinisation quand même. Et par contre, effectivement, on peut tout à fait organiser, disons, mettre un certain nombre de plantes, faire des ruches, pour augmenter le service de pollinisation en termes de quantité. Et on va voir que finalement, le fait de distinguer les deux choses, c'est tout à fait utile. Alors, bien évidemment, c'est pas du tout une vision. Je pense qu'on a quand même besoin. Il y a des choses effectivement qui sont de l'ordre disons, de ce que fait la nature et de l'ordre de ce que fait l'homme pour effectivement faciliter d'une certaine manière un certain nombre de fonctions naturelles. Alors du coup, ça nous amène à comprendre deux choses. C'est que nos fameux services écosystémiques, ce sont des biens publics par nature. C'est-à-dire que de toute façon, nous sommes toujours devant disons, un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être appropriées. C'est-à-dire sur lesquelles vous ne pouvez pas mettre des droits de propriété, puisque vous n'allez pas mettre des droits de propriété sur quelque chose, effectivement, qui est directement des choses que la nature produit directement. Alors vous pouvez, par contre, organiser les services environnementaux selon différentes manières. Vous pouvez y compris les organiser de manière concurrentielle. On pourra y revenir dans la discussion, parce que je pense que je n'aurai pas le temps, effectivement, de développer tout ça. Mais par contre, donc, vous avez des biens publics ou collectifs par nature. Par exemple, quand vous améliorez la qualité de l'eau, dans un bassin versant grâce à un certain nombre d'actions qui consistent à préserver de la végétation en haut des pentes, par exemple, pour qu'il y ait tout un rôle de filtration, éviter l'érosion, eh bien là, vous créez une qualité, c'est-à-dire que vous contribuez effectivement à quelque chose qui est la qualité de l'eau. Et cette qualité de l'eau, elle peut être un bien collectif, c'est-à-dire elle peut être effectivement de la propriété collective d'une certaine manière de tous ceux qui, dans le bassin versant, ou utilisent la nappe phréatique, par exemple, et ça
répond à des choses très classiques en économie sur lequel c'est difficile d'exclure, etc. Et voilà. Donc, on a donc des pratiques qui sont des pratiques. Les services environnementaux sont des pratiques qui peuvent être effectivement organisées selon différents modes. Ça peut être organisé de manière coopérative, de manière concurrentielle. Il y a certains endroits, en Australie, aux USA. Pour sélectionner les gens qui vont faire de la conservation dans leur propriété, il y a des systèmes d'enchères. C'est-à-dire on demande, on dit on veut conserver des systèmes humides, des écosystèmes de la forêt, et il y a une enchère pour savoir qui est prêt à conserver un hectare au coût le plus faible. Bon, on peut l'organiser de manière concurrentielle, effectivement, c'est, disons, le rendu du service environnemental peut être organisé de cette manière. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important, et ce qui est effectivement, à mon avis, raté dans pas mal de questions, et on discute beaucoup de la question est-ce que le PSE doit être additionnel, par exemple. Je pense que ce n'est pas véritablement ça qui fait la distinction. Je pense que ce qui paraît absolument évident, pourquoi il y a quelque chose de nouveau dans les PSE, pourquoi on en parle maintenant, on n'en parlait pas avant, etc. C'est qu'effectivement, les PSE, ça s'adresse à des acteurs qui ont des droits sur des espaces dont ils sont les usagers, ou les gestionnaires, si vous préférez, et dont les pratiques ont un impact direct sur les services écosystémiques. Alors, ça a deux conséquences de ça. D'abord, je ne pense pas que ni Veolia, ni les ONG de conservation ne sont pas des fournisseurs de services environnementaux, ni les agents des services forestiers, parce que ce n'est pas eux directement. Ils ont un rôle, effectivement, ils ont éventuellement un rôle de gestion, mais ceux qui peuvent créer ou pas, ce sont les usagers directs. Or, ce ne sont pas, effectivement, ces ONG qui sont dans ce cas-là. Et surtout, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que personne n'a jamais parlé dans la littérature, dont Denis nous a fait état, etc. Personne n'a jamais dit que, par exemple, les jardiniers municipaux qui, à Montpellier, vont planter des arbres, ou le jardinier qui vient chez moi, ou peut-être chez vous, si vous avez la chance d'avoir un jardin pour aller planter des arbres, faire un certain nombre de choses, personne n'a jamais dit que c'était des gens qui étaient des fournisseurs de services environnementaux, et que ceux qui payaient, quand je paye mon jardinier, je ne fais pas un PSE avec mon jardinier. Ça, c'est quand même... Sinon, quand même, je pense que la littérature l'aurait vu. Mais jamais, on ne parle pas de ça. Donc, ça veut dire que même si ce n'est pas explicite, il y a bien une condition. C'est qu'il s'agit de gens qui rendent un service là où ils ont des droits. Et que ces droits sont reconnus. C'est-à-dire, en gros, si je veux simplifier de manière un peu caricaturale, quand je paye mon jardinier pour qu'il plante des arbres, c'est un rapport salarial. C'est une prestation de service que je lui achète. Mais ce n'est pas un PSE, au sens en tout cas du PSE tel qu'il est dans la littérature. Par contre, si je payais mon jardinier pour qu'il plante des arbres sur son propre terrain à lui, ben là, ça serait un PSE. Bon, oui, c'est ça. Et c'est tout simple, mais effectivement, ça fait quand même une frontière entre toute une série de pratiques qui permet quand même de distinguer de manière assez sûre, à mon avis, ce qui est un PSE, ce qui n'est pas un PSE, tout simplement parce que la littérature, elle n'a jamais parlé effectivement de la question des jardiniers, et elle parle de plein d'autres choses. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors évidemment, les PSE, très clairement, ça y a un consensus, c'est que ça porte sur ce qu'on peut appeler des proxys, pour reprendre un terme venu du langage informatique, c'est-à-dire que on ne paye le service, c'est quelque chose qui reste abstrait. Qui est clair, c'est qu'on a des contrats, donc on a une dimension contractuelle, on a une dimension volontaire et contractuelle qui est claire, qui porte sur des pratiques. Donc on paye les gens pour des pratiques, pour des changements de pratiques, ou pour conserver des pratiques, pour persévérer dans l'ensemble de pratiques, des pratiques agro-silvopastorales. Et donc, bien évidemment, on est, pour répondre à la question, je crois que c'était de Doyle, je n'ai pas vu qui parlait, mais je crois que c'est toi qui posais la question. Je ne sais pas qui posait la question tout à l'heure. Pourquoi dans l'agriculture ? Oui, dans l'agriculture, on paye pour des pratiques. Donc bien sûr qu'il y a des PSE en agriculture, bien évidemment. Parce que là, on est dans une intervention humaine, on est dans des pratiques humaines de modification de la nature, qui selon l'orientation de ces pratiques, selon les itinéraires techniques qu'on va avoir, vont être plus ou moins défavorables pour la qualité de l'eau, pour autre chose, etc. Et on va payer les gens donc pour des pratiques, ou en général ça va avec, pour le respect de plans de zonage, c'est-à-dire pour le fait qu'on se met d'accord sur une certaine mode d'utilisation de l'espace et du territoire, dans lequel on va effectivement faire en sorte qu'il y ait des espaces de conservation, d'utilisation limitée et autres. Tout ça se négocie, tout ça se met, et on va demander aux gens de respecter effectivement cet usage des terres particulier, parce qu'on suppose que cet usage des terres va être favorable à des services écosystémiques qui vont être effectivement la fixation du carbone par la végétation, par la croissance des arbres, la qualité de l'eau par un certain nombre de phénomènes, la diversité biologique par le maintien des habitats. Donc on n'en est pas sûr, ce sont des proxys, mais on pense effectivement que ces proxys vont en tout cas donner les services écosystémiques, vont permettre effectivement à la nature de produire la diversité quelle essence qu'elle rend. Évidemment, le lien entre pratique et service est des fois assez incertain.
C'est souligné, mais ça, bon, ok, on sait, ce sont des proxys. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas tout à fait sûr si en conservant ou en replantant une forêt en haut d'un bassin versant, est-ce que ça va améliorer la qualité de l'eau? Ben, on ne sait pas. C'est aux hydrauliciens de nous le dire. En tout cas, pour les économistes, si on nous dit oui, il y a effectivement une relation positive, ben à ce moment-là, on va mettre un système de PSE. Bon, après, si les hydrauliciens nous disent on s'est planté, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le circuit, effectivement, de l'eau et de la qualité, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais on peut réajuster les choses et prendre d'autres pratiques. Mais disons que ce n'est pas tellement un problème pour faire des PSE. Et je pense que le débat n'est pas là. Alors, qu'est-ce que c'est les PSE? Alors finalement, il y a deux grands types de PSE, à la fois dans la littérature et dans la pratique. D'abord, il y a un premier PSE, c'est, comme on dit, payer pour ne pas faire, payer pour ne rien faire. C'est-à-dire, on a toute une question qui sont une restriction des droits d'usage. C'est-à-dire, vous payez. Alors, vous payez, c'est important, pour la suspension de certains droits de développement. D'abord, ça veut dire que les gens que vous payez ont des droits. Ça, c'est la première chose. Et donc vous les payez effectivement pour que, alors le droit de développement c'est plutôt un terme anglo-saxon, développer ça veut dire effectivement mettre en valeur d'une manière, alors dans ce cas-là c'est bien sûr dans quelque chose qui a des impacts négatifs, effectivement des externalités négatives sur les écosystèmes, donc c'est un accord sur la suspension, le non-exercice de certains droits de développement en échange des rémunérations, d'un flux continu de rémunération ou d'avantages, ou ça peut éventuellement être des avantages qui ne sont pas du tout monétarisés, ça peut être des avantages effectivement en termes y compris de donner des titres fonciers par exemple, ou de donner un certain nombre, de dire aux gens qui n'ont pas de titre foncier, on vous donne des droits d'occupation par exemple, ça peut être, c'est assez classique comme type d'avantage, ou alors de faire des écoles, des puits ou des choses comme ça. Et il n'y a pas de transfert de droit, il n'y a pas de transfert de droit et pas de transfert de droit de propriété, contrairement à une location, contrairement à un achat de terre par exemple, ce qui est effectivement une distinction importante, on pourra y revenir dans le débat. Et finalement, si on regarde ça avec des instruments qu'on connaît, ça ressemble à ce qu'on appelle des servitudes, mais qui seraient des servitudes. Alors les servitudes, vous en avez dans le droit français, vous en avez les anglo-saxons, on appelle ça des easements. Les easements, alors c'est un petit peu, c'est pratiquement la même chose, disons, avec quelques différences. Alors les servitudes en droit français, elles ne sont pas négociées. C'est l'État qui les impose. Vous l'avez. Moi, j'ai une servitude dans mon titre de propriété. Je dois laisser un droit de passage à mes voisins sur un chemin qui m'appartient. Je n'ai pas le droit de le clôturer. Donc, c'est imposé effectivement, par la société, donc par l'État, à un moment donné. Et, disons, et ce n'est pas compensé. Ça fait d'ailleurs toujours hurler les libéraux qui disent la servitude, c'est une restriction du droit de propriété, mais on n'a pas de compensation alors qu'on a des servitudes. Bon. Alors, il y a une discussion là-dessus, mais en tout cas, les PSE, ça serait, en tout cas, ce type de PSE particulier, ça serait effectivement des formes de servitude, qui seraient des servitudes environnementales qui seraient négociées, nouveau, et qui seraient compensées, nouveau aussi. Donc c'est beaucoup plus clair d'ailleurs en droit anglo-saxon, bon, ce sont des environmental easements, c'est effectivement quelque chose maintenant de bien connu, c'est souvent qualifié, non pas de PSE, mais de easements, effectivement, aux États-Unis par exemple, ou dans d'autres pays, où, si vous voulez, on parle exactement de la même chose, mais on n'a pas le même concept, effectivement, ce sont des easements tout simplement. Alors évidemment, en situation de propriété collective, c'est effectivement, il faut absolument que les acteurs aient des droits d'exclusion. C'est-à-dire que si vous passez des contrats pour conserver, effectivement, pour par exemple conserver une forêt, un écosystème forestier ou une zone humide, eh bien, il faut au minimum que vos acteurs, collectivement, ils aient un droit d'exclusion. Donc ça veut dire des enjeux d'action collective, il faut que les gens aient des capacités d'avoir des systèmes de règles, de sanctions. Bon, vous voyez tout de suite se dessiner Elinor Ostrom, etc., toutes les questions d'action collective derrière. Et ça peut amener des rémunérations en général également collectives, parce que ça peut induire la solidarité forcée. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent, on a un avantage, on est payé, mais à ce moment-là, on va sanctionner ceux qui effectivement ne respectent pas les règles qu'on a mises en place. Donc il y a une conditionnalité, il peut y avoir la solidarité forcée. Et vous avez un deuxième type, effectivement, bien consacré par la littérature, qui sont ce qu'on appelle les PSE, PIS, Assets Building, que je traduis par investissement, c'est-à-dire qu'il s'agit à ce moment-là de rémunérer les usagers pour le temps de travail et pour les actions. Alors, actions, temps de travail, on peut en discuter, qui vont être consacrées à la restauration d'écosystèmes. Et par exemple, à des plantations sur les terres, justement, que les gens possèdent ou contrôlent. C'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas dans le modèle du jardinier municipal, on est dans le modèle, vous contrôlez collectivement, il y a une communauté qui contrôle une terre, ou un propriétaire qui a sa terre individuelle, et on le paye pour qu'il fasse une haie. Ou qu'il plante un certain nombre d'arbres qui vont être intéressants pour par exemple, pour la pollinisation, pour des choses comme ça. Et alors, ces contrats, en général, alors on peut aussi avoir l'exemple de Vittel, bien connu, auquel Denis faisait allusion. Eh bien, Vittel a payé parce que il n'y avait pas le choix. Comme les gens ne voulaient pas acheter la terre, au fond, Vittel a payé en bonne partie un certain nombre d'agriculteurs
pour une modification des itinéraires techniques, pour effectivement faire en sorte de modifier complètement les pratiques, etc., pour qu'il n'y ait plus de pesticides, le moins possible de nitrates, effectivement, dans l'eau. Et donc, on a payé pour une transition. Pour une transition agroécologique, pour faire en sorte que les gens modifient, n'utilisent plus d'intrants, effectivement, qui allaient faire en sorte que la qualité de l'eau de Vittel se dégrade. Donc on a véritablement payé pour un investissement, pour une transition écologique. Donc vous voyez comment les PSE, on le voit déjà, peuvent être des instruments de transition et de la transition écologique. Donc c'est effectivement l'avantage qu'ils ont politiquement. Alors ces contrats, par contre, d'investissement, ils sont beaucoup plus ciblés sur les ménages. Pour des raisons, y compris liées au droit de propriété. C'est plus facile, pour des actions collectives également, c'est plus facile, si vous voulez que les gens plantent une haie, c'est plus facile de discuter avec des gens avec un ménage sur sa parcelle individuelle, on peut le faire aussi, on le fait aussi au niveau communautaire, mais là il y a des problèmes d'action collective bien connus, de free riding, etc. etc. Alors, en général, la plupart des PSE, ils combinent les deux dimensions. C'est-à-dire que très souvent, on commence à payer les gens pour faire de la restriction de droit d'usage, puis on s'aperçoit quand même qu'il faut quand même leur donner un moyen de faire autre chose, de faire des alternatives. Donc on va commencer à les payer pour, d'une part, effectivement, qu'ils plantent des arbres, d'abord pour reboiser, puis ensuite on va se dire, c'est très bien, mais il faut quand même leur donner les moyens de sortir un peu de la pauvreté. Donc on va effectivement essayer de faire en sorte d'intensifier leur agriculture, d'introduire de nouvelles activités, etc., à travers ces PSE. Donc ça, c'est de l'investissement, ou du co-investissement, si vous préférez. Et donc ça se fait très bien. Donc la combinaison, en général, c'est pratiquement le lot commun de la plupart des PSE. Il est rare d'avoir un PSE qui soit simplement dans l'un ou dans l'autre. D'ailleurs, en général, quand c'est uniquement dans l'investissement, à ce moment-là, c'est plus vraiment du PSE, c'est plutôt ce qu'on appelle du programme intégré de conservation-développement, parce qu'il n'y a pas justement le paiement conditionnel. Bon. Alors, le débat est en cours, mais on commence un petit peu à y voir clair, simplement. La conditionnalité, bien sûr, elle est plus facile à appliquer sur la dimension conservation que sur la partie investissement, tout simplement parce que si vous vous mettez d'accord sur un certain plan, sur un certain zonage, plan d'usage des terres, effectivement, vous pouvez, en surveillant régulièrement, alors il y a des coûts, il y a des coûts de surveillance qui peuvent être importants, vous pouvez voir si les gens ne respectent pas, si par exemple ils vont aller couper du bois ou faire du charbon dans une zone qui est théoriquement totalement protégée, par contrat, tandis que, et là on peut directement suspendre le paiement annuel. Et là, les gens le voient, si vous voulez, c'est une sorte de réponse graduée. Tandis que quand vous êtes sur l'investissement, vous êtes dans des changements d'itinéraire technique et ça peut prendre, l'apprentissage, ça peut prendre effectivement de nombreuses années. Et là, c'est comme un gros navire, vous ne l'arrêtez pas comme ça, vous n'allez pas arrêter une formation comme ça, etc., des expérimentations. Donc voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors qui paye ? Alors là aussi, au début, tout le monde, à partir de la définition de Vander, a dit implicitement, c'est le pollueur-payeur. C'est-à-dire, implicitement, c'est ce principe. Donc on n'est pas dans le principe pollueur-payeur, on est dans le principe de celui qui est victime d'une externalité négative. Donc le pollué va rémunérer celui qui pollue pour qu'il cesse de polluer. Pourquoi ? Là, on revient à la théorie de Ronald Coase, tout simplement parce que celui qui pollue a des droits de propriété qui lui permettent de polluer. Donc il peut le faire, évidemment. Donc c'est ça qui légitime le fait, effectivement, que le principe pollueur-payeur peut être légitime dans cette affaire. Bon. Alors, très souvent, mis à part les questions d'eau, sur la qualité de l'eau, où là, généralement, ce rapport pollueur-payeur se fait, Vittel paye les agriculteurs qui sont pour qu'ils arrêtent de polluer la source. Donc c'est Vittel qui est pollué, il paye les pollueurs. Mais très souvent, que ce soit au Costa Rica ou ailleurs, il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est l'État. Parce qu'en général, on est devant véritablement des choses qui ne sont pas un bien collectif comme la qualité de l'eau, qui est effectivement le bien collectif, mais on est dans un bien public par nature, qui est la biodiversité, la fixation du carbone, etc. Et donc là, il vous faut bien un intermédiaire. Cet intermédiaire, ça peut être la Banque mondiale, ça peut être une ONG, etc. Voilà, la nature même du bien va effectivement, la nature intrinsèque du bien public, bien collectif, je pense qu'il n'y a pas de bien privé, mais on pourra y revenir dans cette affaire, c'est un débat que j'ai avec Vander par exemple, va faire effectivement qu'on est devant va définir qui paye. Alors pour l'eau, voilà, on a l'exemple de Vittel, on a effectivement on a des gens, on a des entreprises touristiques qui peuvent payer les gens pour entretenir le paysage, pour éviter l'érosion, des usines hydrohydrauliques, etc. Et on a bien sûr, quand on a des services écosystémiques globaux, on a des besoins d'intermédiation. Alors en même temps, ne pensez pas non plus, contrairement à la définition, que les gens payent volontairement. Ça se fait. Ça existe. Bon, Vittel paye volontairement, mais très souvent, on a des problèmes classiques d'action collective, c'est-à-dire des gens qui veulent effectivement profiter d'un bien public sans y contribuer, sans contribuer à son coût, et donc, très souvent, c'est par la fiscalité. On demande à tout le monde de payer
que ce soit, y compris, c'est une commune qui veut payer pour faire un PSE en haut, ben, on va mettre une taxe sur l'eau, que tous les buveurs d'eau vont payer. Buveurs d'eau ou pas, d'ailleurs, etc. Et donc, à ce moment-là, vous êtes devant une situation où vous avez un paiement qui est forcé. Au Costa Rica, dont on a parlé, ben, une bonne partie, il y a une taxe effectivement sur les hydrocarbures, sur la consommation de carburant, qui finance l'essentiel. Donc effectivement, tous les citoyens contribuent. Il y a aussi des contributions volontaires, hein, des brasseries, des choses comme ça. Mais c'est comme bon. Mexique, pareil. Mexique, c'est une taxe sur l'eau qui donne l'essentiel effectivement du financement. C'est une taxe sur l'eau qui est prélevée sur les citoyens mexicains. Alors en général, souvent, on a des couplages de ces services parce qu'on fait comme on travaille avec des proxys. C'est très difficile d'isoler, notamment quand on fait de la conservation, quand on est dans la partie, effectivement, quand on est dans la partie strictement conservation, restriction de droits d'usage. Bah, effectivement, bah, quand vous préservez un habitat naturel, vous préservez du carbone, vous préservez du carbone, vous préservez de la biodiversité et éventuellement des services liés hydrologiques, hydrauliques, etc. Et donc vous avez des mélanges, des couplages, des bundling, etc., qui justifient notamment le fait que, par exemple, au Mexique, finalement, on protège des forêts, mais on finance ça par une taxe sur l'eau parce que c'est le plus simple. Voilà. Et on finance aussi par d'autres choses. Donc le couplage est aussi un très bon moyen d'éviter d'opposer les services écosystémiques entre eux. C'est-à-dire que quand vous avez, si vous plantez des eucalyptus, par exemple, dans les endroits où il ne faut pas, parce qu'on peut très bien planter de manière tout à fait correcte des eucalyptus, vous pouvez avoir effectivement une opposition entre le service carbone et le service biodiversité, le service eau. Mais quand vous couplez dans la conservation, par exemple, on peut très bien, à ce moment-là, il n'y a plus cette opposition. Alors, autre débat, alors vous avez vu que Denis a présenté ça comme des instruments de marché, alors c'est vrai que la plupart des gens considèrent que c'est des instruments de marché, mais je pense que non. Enfin, je ne suis pas le seul. Vander aussi considère que ce n'est pas un instrument de marché. Romain Pirard non plus, etc. On est plusieurs. Pas forcément pour les mêmes raisons. On n'a pas les mêmes grilles d'analyse. Il y en a qui sont plus néoclassiques, d'autres plus institutionnalistes ou marxistes, etc. Mais enfin, clairement, les PSE, ce ne sont pas des achats et des ventes de services écosystémiques. Ça, c'est clair. La définition de Vander a fait beaucoup de mal. Et là, il vient de sortir un papier là, il y a 3 jours. Où il reprend lui-même sa propre définition pour essayer d'en faire une autre, etc. Disons que, d'abord, comme vous l'avez compris, si on adopte bien la distinction entre les services écosystémiques et, entre les services économiques et les services environnementaux, vous comprenez que la marchandisation de biens publics est quelque chose d'extrêmement difficile. On ne peut pas mettre des droits de propriété sur des biens publics par nature. On ne peut pas, effectivement, vendre ce qu'on ne possède pas. On n'a pas de transfert de droits de propriété. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que vous avez compris que dans le PSE, contrairement même à la location de la terre, où là vous avez un transfert au moins temporaire d'un droit d'occuper, d'un droit d'utiliser. Là, vous payez quelqu'un, vous n'avez aucun transfert, il y a un paiement, mais on suspend, l'usager suspend son droit de développement. Et puis il pourra le reprendre à n'importe quel moment quand le paiement sera interrompu, quand lui-même voudra sortir du contrat, si légalement il a le droit de le faire, etc. Et ce fait qu'il n'y ait pas de transfert de droit de propriété, c'est pour l'économie institutionnelle, si vous voulez, pour une certaine école, c'est vraiment fondamental. Ronald Coase lui-même disait, un marché, c'est pas un endroit où on échange, contrairement à ce que croient la plupart des gens, où on échange des biens, c'est un endroit où on échange des droits de propriété, c'est-à-dire des droits de faire certaines actions. Hein, et alors le marché des services fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que vous transférez du temps de travail socialement qualifié, si j'ose dire, effectivement, quand vous êtes consultant pour la Banque mondiale, ou etc., vous transférez du temps de travail à quelqu'un, de manière exclusive, et donc vous ne le transférez pas à quelqu'un d'autre, etc. Bon. Et en plus, on n'a pas de véritable marché, bon, on peut le comprendre, on ne peut pas avoir de concurrence qui s'établit. Si par exemple vous êtes en bas du bassin versant, vous êtes Vittel et vous voulez négocier avec les paysans qui sont autour. Les paysans qui sont autour vous disent « Ah oui, on veut bien ne plus mettre de nitrate ou conserver des forêts ou des choses comme ça, mais alors là, c'est très cher et vous n'êtes pas content du prix. » Vous ne pouvez pas aller voir, comme dirait Vander, vous ne pouvez pas aller voir les types du bassin versant d'à côté pour demander s'ils ont un prix plus bas. Donc vous n'êtes pas dans un marché. Vous ne pouvez pas faire jouer la concurrence. Vous êtes complètement contraint par le fait que physiquement, vous êtes sur un territoire et vous devez vous entendre éventuellement avec ceux qui vous polluent. Donc on a, pour des tas de raisons, on n'est pas du tout dans la caractéristique des marchés. Et je pense que c'est assez important parce qu'il y a une charge idéologique incroyable dans cette affaire de PSE. Il y a des gens qui adorent les PSE parce que c'est du marché. Bon, évidemment, ça c'est plutôt les libéraux, néolibéraux, etc. Puis il y a des gens qui détestent, qui veulent même pas entendre parler parce qu'ils disent c'est la marchandisation de la nature, etc. Bon, donc il y a quand même intérêt à regarder ça. Par exemple, la Bolivie a une loi qui interdit les PSE.
parce qu'ils ne veulent pas qu'on marchandise la nature. Bon, alors effectivement, je pense qu'ils n'ont pas le bon cadre d'analyse, si vous voulez. Alors ils ont des choses qui y ressemblent en réalité, parce qu'en fait, là-dessus, il y a les grands principes, et puis l'Équateur, c'est pareil. Ils ont un programme de PSE, mais ça ne s'appelle pas PSE, parce qu'ils ont aussi... bon, mais donc les gens s'arrangent, mais vous voyez, ça a des effets quand même très importants. La définition des effets sociaux, politiques, etc., importants. Et voilà. Alors la sélection des fournisseurs, elle peut être organisée à travers des enchères. C'est-à-dire que vous pouvez, je vous ai expliqué tout à l'heure, que notamment en Australie, on veut conserver de la nature sauvage, des zones humides, où il y a de grandes propriétés. On veut préserver, par exemple, 100 000 hectares de forêt de telle nature. On va faire un appel d'offres pour savoir qui veut bien préserver au moindre coût de la nature sauvage dans ses propriétés. Bon, c'est une manière d'organiser cela. Ça ne fait pas pour autant les PSE d'instruments de marché. C'est-à-dire que le processus de sélection des fournisseurs se fait de manière concurrentielle. Bon, très bien. Ça ne veut pas dire que l'instrument se transforme en instrument de marché. Bon, alors, entre parenthèses, c'est vraiment de l'idéologie, à mon avis, dans cette affaire, parce que et là on revient un peu à l'efficacité environnementale, c'est-à-dire que si vous demandez à des gens qui ont de très grandes propriétés, comme c'est le cas souvent en Australie, etc., combien ils sont prêts, quels sont ceux qui sont les mieux disants, c'est-à-dire qui demandent le moins pour effectivement conserver des forêts, vous avez toutes les chances de sélectionner les types qui de toute façon n'avaient aucune intention dans leur grande propriété parce qu'ils en ont suffisamment assez de la développer, et qui ont un effet d'aubaine, qui disent ah oui, là d'accord, je conserve pour vraiment très très peu. Alors vous êtes soi-disant efficient parce que vous avez utilisé une procédure concurrentielle, mais en réalité vous n'êtes absolument pas additionnel, au sens où il y a toutes les chances pour que vous récupériez tous les types, tous les propriétaires, qui de toute façon n'avaient aucune intention, parce qu'ils ont suffisamment de terre comme ça, de développer leurs zones humides, etc. Et donc vous êtes en efficacité environnementale, il y a effectivement, là, vous avez un problème. Bon. Mais là, vous voyez, je pense que l'idéologie des enchères et du marché joue beaucoup plus que la réflexion sur l'efficacité environnementale. Alors, là aussi, les gens me disent de temps en temps, mais oui, d'accord, mais pour le carbone, c'est pas vrai, il y a un marché. Oui, mais ça, il y a un marché du carbone, mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, dans ce schéma, j'essaie de montrer ce que c'est que dans les projets RED, puisqu'on parle des projets RED, et on a eu un débat en juin dernier avec Virginie Maris, qui est ici, qui en parlera peut-être, sur... Effectivement, je pense qu'on est devant des choses tout à fait différentes. Qu'est-ce que c'est que les projets RED ? C'est des projets qui, effectivement... Par exemple par la conservation forestière ou par la plantation d'arbres, vont générer des crédits carbone. La marchandise, c'est bien le crédit carbone. Or, ce crédit carbone, j'ai essayé de montrer ce schéma pour montrer qu'en fait, il y avait deux niveaux complètement séparés, deux compartiments complètement séparés. Vous avez d'un côté, en bas, quelque chose où il n'est pas question, nous sommes devant un PSE classique, c'est-à-dire que vous avez un utilisateur de l'écosystème, un propriétaire, une communauté, quelqu'un qui contrôle un espace, et vous avez une négociation bilatérale autour, au fond, de quelque chose qui ressemble beaucoup à un PSE. Vous rémunérez quelqu'un autour de son coût d'opportunité, c'est-à-dire que vous payez quelqu'un. Qu'est-ce que c'est le coût d'opportunité ? C'est-à-dire que vous supposez que les personnes veulent faire du maïs, ont la possibilité de faire du maïs ou du palmier à huile, vous voulez qu'ils conservent la forêt, vous allez leur payer le prix du maïs. La marge nette, etc., les revenus, les bénéfices, etc. Enfin, en gros, c'est bien ça l'idée. C'est le manque à gagner, si vous préférez, de la non-action, de ne pas développer la terre, etc. Donc, en gros, la négociation va tourner autour de ça. Des fois, ça pourra arriver au-dessus, ça dépend de plusieurs facteurs. Ou alors, vous allez payer pour la rémunération des efforts d'investissement, parce qu'ils vont replanter des arbres, etc. Donc, ils vont dire, oui, mais ça, donc c'est un effort, c'est du travail, et ça vaut tant, etc. Il y aura une négociation. Donc là, on est dans le monde des servitudes. Dans le monde des servitudes de conservation, etc. Et par contre, éventuellement, ce qui peut se faire, ce qui peut ou pas, c'est totalement contingent. C'est-à-dire qu'on a des PSE carbone qui ne fonctionnent absolument pas comme ça. Vous pouvez avoir un projet RED avec un promoteur du projet RED qui peut être un investisseur carbone qui, lui, effectivement, donc, va passer ses accords effectivement, de type PSE et va mettre en place quelque chose de tout à fait autonome qui sont un ensemble de procédures. Alors les procédures, ceux qui connaissent un peu RED les connaissent, c'est de faire du calcul carbone, de voir combien il y a de carbone dans l'écosystème, dans les sols, etc. De savoir effectivement dans les arbres, donc de faire toute une série d'expertises, ensuite de faire ce qu'on appelle un scénario de référence, une baseline. Que se passera-t-il sans le projet ? C'est-à-dire quelle est la ligne tendancielle de la déforestation, si vous préférez, si on n'intervient pas. À partir de là, il va y avoir une série de procédures, il va y avoir une étude d'impact, il va y avoir ensuite on va faire des safeguards, je ne sais plus comment on dit en français, des garde-fous, voilà, merci, pour savoir s'il n'y a pas des problèmes avec les populations, s'il n'y a pas des impacts sociaux, etc., etc. Et ensuite, on va aujourd'hui, si vous voulez vendre un crédit carbone sur le marché, il faut qu'il y ait une certification par le VCS, par exemple, ou par un truc du même acabit, une autre certification volontaire. Et vous allez avoir une création d'une marchandise qui n'apparaît qu'ici, qui s'appelle le crédit carbone.
Et ce crédit carbone, il n'est absolument pas présent dans la relation avant, et c'est contingent. Et là, vous rentrez dans un marché. Vous avez effectivement là tout à fait les caractéristiques du marché. Vous allez le vendre, vous avez une marchandise nouvelle qui a été créée, qui va rentrer dans un marché du carbone. Donc tout ça pour dire que là aussi, il faut avoir une réflexion peut-être un peu plus construite pour bien distinguer ce qui est la dimension RED et la dimension PSE, qui peut, effectivement, les deux peuvent être combinés dans un même projet, mais qui sont deux facettes complètement différentes et qui peuvent fonctionner de manière tout à fait indépendante l'une de l'autre, d'ailleurs. Il peut y avoir des PSE, absolument, il y en a beaucoup, de plus en plus, d'ailleurs, sans vente de carbone, même si une des fonctions qui est importante, c'est la vente de carbone. De crédit carbone, pardon, pas de carbone, justement. Puisque l'histoire des droits de propriété sur le carbone, en discuter, etc., c'est une vaste... là aussi, c'est une incompréhension totale, mais on pourrait y revenir dans le débat si ça vous intéresse. Les projets RED, les projets RED, bon, bah voilà, c'est à peu près ce que j'ai dit. Hein. Si vous voulez, vous avez des... Ce sont pour moi choses différentes du PSE, c'est-à-dire que ça peut être avec du PSE ou sans PSE. À Madagascar, où j'ai travaillé, ben, vous avez des projets RED qui sont sur les aires protégées. Sur les aires protégées, il n'y a pas de PSE. Il y a de la contrainte avec un peu de développement, c'est-à-dire on mélange la carotte et le bâton, mais avec un peu de développement, mais il n'y a pas véritablement tout ce qui représente le PSE, donc on peut très bien faire de la RED sans faire de PSE. C'est même peut-être la chose la plus répandue d'ailleurs. Alors il y a toute une série de problèmes mais ce qui est intéressant, c'est que j'étais hier en discussion, la Côte d'Ivoire vient par exemple de dire que pour RED, pour sa politique nationale RED+, il propose un système national de PSE de type Costa Rica, de type Mexique, de type Équateur par exemple, type sud-américain, pour notamment, et là ça va intéresser les gens qui travaillent sur l'agriculture, pour découpler la croissance de la production agricole qui est nécessaire de la déforestation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des filières agricoles, pastorales, zéro déforestation. Et pour ça, ça veut dire qu'on est vraiment dans le PSE tourné vers l'investissement, ce qui est assez logique, avec aussi une dimension conservation, pour inciter notamment à l'adoption de pratiques agroforestières, ou en tout cas, notamment de la filière cacao sous ombrage ou autre. Donc voilà, par exemple, comment on peut, dans le cadre d'une politique RED, utiliser des PSE, ce qui est aussi une autre manière, et pas idiote d'ailleurs, de faire de la RED pour une fois. Et là, vous voyez qu'il n'est pas question de crédit carbone ou de marché, etc., puisqu'il s'agit de financement public pour l'instant, ou avec l'argent de la Banque mondiale. Alors, deux ou trois choses. On n'est pas encore très sûr, il y a un débat qui émerge. Finalement, il y a deux conceptions quand même différentes autour de la question de l'efficacité environnementale. Est-ce que les PSE, ça doit être efficace ? Plus exactement, est-ce que ça doit être efficient au terme économique ? Alors, moi, je le traduis par est-ce que le PSE, ça consiste à compenser les gens pour la perte de leurs droits, pour la suspension de leurs droits, parce qu'ils ne les perdent pas en fait, pour éventuellement pour le coût d'opportunité, c'est-à-dire pour le manque à gagner du non-développement. Est-ce qu'on doit les compenser ? Ou est-ce qu'on doit les récompenser ? Il y a les récompenser parce qu'ils ont des bonnes pratiques et pour qu'ils continuent leurs bonnes pratiques. Alors là, il y a un débat terrible entre, en gros, les économistes mainstream regroupés derrière Sven Wender, dont je vais vous montrer quelques citations, et puis d'autres gens qui sont plutôt dans des optiques de justice sociale. Voilà. Alors, compenser, les économistes insistent sur ce qu'on appelle l'additionnalité. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est politique publique, il ne faut pas payer, il faut éviter les effets d'aubaine. Il ne faut pas payer pour quelque chose qui serait advenu de toute manière, même sans paiement. Donc on ne paye pas pour du business as usual. Alors voilà une citation de Wender qui est très représentative de ce courant, qui dit en gros, ce qui semble certain, c'est que ni le noble sauvage écologiste, bon Wender est un peu ironique, c'est son charme, qui préserve totalement son environnement, ni le paysan déclassé trop pauvre pour infliger des dégâts écologiques significatifs, ne seront des vendeurs importants de services environnementaux. C'est intéressant parce que c'est assez brutal. L'un comme l'autre ne constituent tout simplement pas des menaces crédibles et les rémunérer n'apporterait aucune additionnalité. Cela ne ferait aucune différence pour l'environnement. Voilà. Vision compensée, vision efficience. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc évidemment, dans cette vision, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut évaluer les coûts d'opportunité des acteurs, c'est-à-dire combien on va payer. Il faut payer au coût d'opportunité, pas plus, parce que si on paye plus, finalement, on perd de l'argent, enfin, on transfère le surplus d'une certaine manière à l'usager, donc on n'est pas efficace. Et on va tenter de définir des scénarios de référence. On va se poser à chaque fois la question, je paye celui-là, mais si je ne le payais pas, qu'est-ce qu'il ferait ? Ou je paye cette communauté, mais que se passerait-il ? Voilà. Donc là, c'est l'additionnalité. Alors tout ça coûte très cher, bien sûr, parce il y a des coûts de transaction assez importants pour pouvoir regarder tout ça, mais c'est comme ça qu'on fait quand on est un économiste digne de ce nom. Alors évidemment, Denis l'évoquait, au Costa Rica, il y a plusieurs recherches économétriques convergentes qui disent en gros que pour la conservation des forêts, pour le PSE où on paye les gens pour conserver les forêts, ce qui est l'essentiel, peut-être moins de 10%, et la route varie selon les études, mais en gros, moins de 10% des PSE ont été effectivement additionnels. C'est-à-dire, en gros,
On a payé des gens qui de toute façon n'auraient pas déboisé même sans paiement. Et 90% restants, ce sont des effets d'aubaine. Donc effectivement, les économistes disent que ce n'est pas efficient. Alors évidemment, il y a d'autres visions, notamment les hommes politiques, mais d'autres analystes, de nombreuses ONG veulent dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut, au contraire, il ne faut pas payer les gens, il ne faut pas payer ceux qui ont déjà le doigt sur la gâchette de la tronçonneuse, c'est-à-dire les gens qui menacent l'environnement. Il faut payer les gens qui ont de bons comportements, qui effectivement sont pour leur comportement passé et présent, pour qu'ils persistent dans leur être écologique, si vous préférez. Et alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que moi personnellement, j'ai dans un séminaire au Congo, un des directeurs du FONAFIFO, à qui on disait, mais effectivement, qu'est-ce que vous dites quand on vous dit que c'est pas additionnel vos PSE au Costa Rica, etc. Il dit, mais attendez, nous, c'était pas l'objectif, on a beaucoup réfléchi à ça avant. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on a décidé de ne pas conditionner les paiements, puisque tous les propriétaires forestiers, enfin jusqu'à présent, c'est en train de changer un peu en ce moment pour des raisons, etc. Mais jusqu'à présent, tous les propriétaires forestiers volontaires dans les zones éligibles peuvent rentrer dans le programme. On ne leur demande pas quel est leur coût d'opportunité, etc. Et il dit, on ne conditionne pas les paiements à une démonstration d'additionnalité. Pourquoi ? Il nous dit parce que sinon, on voudrait éviter les risques de chantage environnemental. Parce que, nous a-t-il expliqué, si nous refusons des gens si nous refusons l'entrée d'acteurs dans le programme, au motif que ce ne serait pas additionnel, qu'ils ne sont pas menaçants, eh bien ils vont devenir menaçants. Ils vont dire, ah ben je ne fais pas de dégâts pour la nature, vous allez voir. J'achète une tronçonneuse et puis parti. Bon, c'est absolument, moi ça m'a beaucoup surpris, mais c'est effectivement comme ça que ça a été justifié. Alors, il faut quand même dire, maintenant, il y a un débat entre économistes et d'autres. Enfin, les économistes sont des deux côtés, ne caricaturons pas, il n'y a pas de communauté d'économistes, si j'ose dire. L'additionnalité, en fait, dans la pratique, elle est rarement vérifiée, tout simplement parce que ça coûte très cher de vérifier l'additionnalité, si on veut être très précis. Donc éventuellement, on fait des zonages, on dit là, il y a des forêts menacées, des écosystèmes, etc., parce qu'il y a des routes qui passent, etc. Donc on a des proxys très grossiers pour essayer de ne pas être complètement hors des clous du point de vue de l'additionnalité, mais on va pas effectivement le faire. Et puis surtout, en général, ce sont des instruments des politiques publiques, les PSE. Ce n'est pas une affaire de scientifiques. Les scientifiques, effectivement, en général, font des choses, ils prévoient des tas de choses. En général, les économistes prévoient des enchères, des choses comme ça et tout ça. Et l'homme politique passe derrière en disant surtout pas. Il dit d'abord, effectivement, on a besoin de lutter contre la pauvreté, puis moi je dois me faire réélire, effectivement, dans cet endroit. Donc à ce moment-là, on va surtout pas appliquer la clause d'additionnalité parce que ça correspond pas à ce qu'on veut faire, ça correspond pas à nos objectifs politiques, etc. Donc on arrive forcément dans une hybridation de l'instrument, qui, d'un instrument économique censé être efficient, devient également un instrument des politiques publiques qui va composer avec d'autres, avec des compromis qui vont se passer, etc. Et on a étudié ça au Mexique, c'est tout à fait intéressant pour voir. Et puis surtout, il faut éviter des conflits, parce que quand, évidemment, si vous commencez à utiliser l'instrument de manière efficiente pour exclure les gens, pour dire, et surtout si vous dites aux gens, vous n'avez pas respecté votre part du contrat, même la conditionnalité, qui est pourtant clé dans les PSE, elle est très difficilement, finalement, on n'arrive pas à la mettre en œuvre. Parce que la conditionnalité, c'est d'exclure des gens en disant, vous avez signé un contrat pour ne pas couper la forêt, on vous a payé, vous avez coupé quand même. Bon, vous êtes exclu, très bien. Voire même traîné en justice parce qu'il y a un contrat, c'est un contrat, bon, etc. Bon, évidemment, l'homme politique dit, surtout pas, vous n'allez pas me mettre des conflits dans mon gouvernorat, donc on laisse tomber, on paye tout le monde, et puis voilà. Voilà. Donc, alors maintenant, autre problème, autre débat, et puis j'arrive vers la fin, là. On a un débat aussi assez intéressant, avec les juristes notamment, mais pas seulement avec les juristes, là aussi, il n'y a pas de communauté de juristes ou autre, entre incitation et réglementation. Alors, on s'aperçoit, et au Mexique c'est très frappant, mais au Costa Rica aussi exactement, que très souvent, on fait des PSE pour payer des gens, pour rémunérer des gens, pour ne pas faire ce qui est déjà interdit. Ce qui évidemment pose problème. Dire en gros, ça revient à ce qu'on paye les citoyens pour appliquer des lois. C'est-à-dire en gros, on négocie l'application de la loi. Enfin, on peut négocier l'application de la loi. Alors ça pose évidemment quelques problèmes pour la fabrication des lois, pour les futures lois environnementales. C'est-à-dire est-ce que, par exemple, au Mexique, les PSE, la cible principale des PSE sont les aires protégées. Théoriquement, les gens n'ont pas, voilà, les gens, on a interdit effectivement, on a interdit la coupe d'arbres, etc., etc. Mais on les paye quand même. Les gens qui sont, parce que c'est effectivement dans des aires protégées, ils ont quand même des zones, ils ont des propriétés, y compris dans ces aires protégées, et on paye les gens effectivement pour les forêts qu'ils ont, etc., etc. Bon. Et donc là, le problème qui se pose, c'est quelle équité ? D'abord pour ceux qui appliquent les lois gratuitement, par civisme, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas un effet de ce que les économistes appellent le crowding out, c'est-à-dire effectivement le fait qu'on va avoir des effets d'éviction
de ce qu'on peut appeler les motivations désintéressées ou les motivations civiques, c'est-à-dire des gens qui appliquent les lois parce que c'est une loi. Bon, voilà, on applique les lois parce qu'on est des citoyens, etc. Donc, voilà, disons que la question de crowding out, on peut la poser effectivement comme ça. Et évidemment, ça veut dire comment est-ce que demain, on ne va pas avoir, si on commence à avoir des systèmes qui habituent les gens, où on paye les gens pour faire ce qui est déjà interdit, est-ce que les futures lois environnementales, est-ce qu'elles ne seront pas négociées par les citoyens qui disent on veut bien appliquer la loi, mais il faut nous compenser? Bon, et là, évidemment, ça pose un problème. Alors, il y a plusieurs solutions sur lesquelles on est en train de travailler dans le cadre du projet PESMIX. Enfin, on a fini le projet, mais on continue à réfléchir à ça dans des publications et autres. D'abord, est-ce qu'il ne faudrait pas segmenter territorialement les zones, les pays? Ou est-ce qu'on n'aurait pas des endroits où on applique, où on est véritablement dans la logique, où on applique... Alors, des endroits, bien sûr, qui seraient minoritaires en termes de surface, mais où les enjeux écologiques sont très importants. Et là, on applique très clairement la réglementation coercitive, etc., et on ne joue pas sur l'incitation. Et par contre, des tas d'autres endroits, ou alors dans ces autres endroits, justement, on reconnaît des droits aux gens, c'est-à-dire on commence à reconnaître des droits fonciers aux gens, ce qui serait tout à fait intéressant dans beaucoup de pays du Sud où les gens, théoriquement, sont des usagers qui n'ont pas de droits reconnus. Donc les PSE impliqueraient la reconnaissance de droits également fonciers sur les ressources aux gens. Et là, si on veut que les gens préservent la nature, ils ont des droits, mais on va les payer pour éventuellement pour qu'ils modifient leur système, etc., etc. Donc on peut envisager ça. On peut aussi envisager, dans les zones où il y a déjà de la réglementation, donc dans ces zones effectivement d'application de la réglementation contraignante, on peut éventuellement peut-être donner la priorité d'abord à l'investissement pour préparer l'avenir, c'est-à-dire on peut payer temporairement pour faciliter l'application des lois, et peut-être qu'on peut segmenter, alors là socialement, non plus géographiquement mais socialement, c'est-à-dire ne payer que les pauvres. Ne payer que les pauvres, parce que les pauvres, effectivement, ils ont beaucoup plus de mal à appliquer les lois, qui sont souvent pas toujours très réalistes. Et avec eux, il faut investir pour préparer l'avenir, c'est-à-dire pour préparer d'autres activités économiques, etc. Pour que, éventuellement, dans 10-15 ans, on puisse si le programme fonctionne bien, qu'on ait d'autres modèles qui ont émergé avec les pauvres, qu'on a essayé de sortir la pauvreté, et à ce moment-là, qu'on puisse effectivement revenir à l'application stricte des lois et des règlements, parce que c'est quand même assez difficile, sur le long terme en tout cas, de mélanger incitation et coercition réglementaire. Alors, donc, il y a quelques problèmes, évidemment. Je l'ai envisagé sous l'angle de la loi, disons de l'application de la loi, du civisme. Mais il y a un problème également en termes d'utilitarisme généralisé. Alors, ce n'est pas propre au PSE, c'est propre à beaucoup de choses. Hein. Il y a des tas de débats sur est-ce qu'il faut payer les enfants parce qu'ils sont assidus en classe, est-ce qu'il faut payer les gens pour qu'ils donnent leur sang, etc. Il y a des tas de débats en économie, en psychologie comportementale, etc. Mais on a le même problème. C'est-à-dire que le plus grand problème des PSE, c'est peut-être qu'ils peuvent conduire des acteurs à endosser le raisonnement suivant. S'il n'y a pas d'autre motif que l'intérêt matériel, financier, pécuniaire pour conserver la nature, alors nous sommes fondés à être irresponsables vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire, tant qu'on ne nous paye pas, dès lors que ça nous coûte quelque chose, je détruis et je n'ai pas de sentiment de responsabilité parce qu'il y a quelque chose de commun qui est effectivement le sens de notre responsabilité commune dans la nature. Et donc, ça peut légitimer ce qu'on appelle un droit au paiement, c'est-à-dire qu'il y a une véritable créance émise sur la société dès lors que les coûts de la conservation sont plus importants que les bénéfices. Donc on revient un peu sur le même débat du crowding out en anglais. Et avec effectivement, et on le voit dans le mécanisme RED qui est un peu fondé malgré tout sur le même principe, c'est-à-dire sur l'idée qu'on a des acteurs qui peuvent se transformer comme notre ami du Costa Rica l'envisageait, en créanciers menaçants, en disant si vous ne me payez pas, je détruis. Et donc il faut me payer. Donc à ce moment-là, est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que si on généralise les PSE, est-ce que toute action désintéressée de conservation de la nature sera encore possible? Voilà, donc ça c'est une question qui se pose. D'un autre côté, on n'en est pas sûr, parce que c'est une hypothèse, et pour l'instant, on regarde la littérature, quand on cherche tous ces exemples de crowding out, on n'en trouve pas beaucoup. Et donc par contre, ce qu'on voit, c'est aussi la nécessité, c'est qu'effectivement, si vous reprenez le schéma d'Ostrom, comment est-ce qu'une communauté peut fonctionner avec des règles constitutionnelles, etc., vous vous apercevez que pour bénéficier de PSE, très souvent quand on est dans des communautés, quand on demande aux gens, effectivement, quand les gens savent qu'ils ont besoin d'actions collectives, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des règles et des sanctions pour bénéficier du PSE, eh bien, ça redynamise l'action collective, la machine à mettre en place des règles, et la machine évidemment à sanctionner et de contrôle social. Donc ça force de la solidarité. Et ça, on l'a vu dans certains endroits, effectivement au Mexique. Alors, on ne sait pas très bien où on en est de ce point de vue. Vous voyez, le risque d'utilitarisme et en même temps la reconstruction, la capacité de redynamiser de l'action collective parce qu'il y a un avantage collectif à saisir et ça peut être tout à fait intéressant. Donc ça, c'est un des champs de recherche les plus promoteurs sur les PSE.
Alors, comment est-ce qu'on finance tout ça maintenant? Alors, vous avez compris que c'est pas pollueur-payeur, oui, mais alors RED d'abord, en 2 mots, bon, il y a de l'argent sur RED. Vous avez vu que RED, ça peut être utilisé pour... on peut mettre en œuvre RED à travers des PSE. Il y a plusieurs pays qui s'orientent vers ça et qui, à mon avis, on pourrait y revenir, mais de plus en plus, RED, ça va fonctionner comme ça, parce que le marché du carbone est à peu près mort. Donc, disons, et il est peu probable qu'il ressuscite de sitôt, et probablement, on est en train de passer sur quelque chose de différent, comme l'exemple de la Côte d'Ivoire le montre. On a des centaines de millions qui ont été consacrés à la des projets RED, ça peut effectivement servir si on utilise cet argent. On peut avoir des programmes de PSE nationaux ou provinciaux, comme on a en Amérique du Sud, qui peuvent être vus comme des partenariats publics-privés, c'est-à-dire effectivement mis en œuvre par des ONG ou mis en œuvre par effectivement des prestataires de services, et qui peuvent être financés dans le cadre public, national, sur les budgets nationaux. Donc ça, c'est en général important. Alors on peut, et on doit, chercher des redevances sur les investissements agricoles à grande échelle, par exemple, sur les revenus miniers, pétroliers et gaziers. Ça, c'est des discussions que j'ai eues en RDC sur comment financer ces systèmes. Et on aura les mêmes en Côte d'Ivoire. On peut également être plus innovant, c'est-à-dire chercher à financer, parce qu'il n'y a aucune raison. On peut dire, eh bien, on peut par exemple financer, on peut mettre une taxe sur, je disais les boissons, mais sur la bière, sur les boissons sucrées, sur des tas de choses qui sont très larges. Enfin, la bonne assiette, comme vous savez, la bonne taxe environnementale, c'est celle qui a une assiette très large et un taux très faible. Donc on peut trouver des tas de choses, des unités téléphoniques, c'est consommé de manière très très large. Bon. Si tant est qu'il y ait de la marge, que souvent l'État, le ministère des Finances a déjà pensé à ça. Puis au niveau international, il faut aller probablement, là aussi, vers les mêmes choses que pour RED, c'est-à-dire vers des taxes sur les transactions financières, etc. On a un fonds vert pour le climat. Ce fonds vert pour le climat, il est tout à fait légitime pour financer des programmes RED nationaux qui seraient basés sur des PSE. Ils peuvent être basés sur autre chose, bien sûr, mais aujourd'hui, voilà, on peut effectivement avoir ça. Alors, il y a aussi quelque chose d'important. C'est que je pense qu'au fond, la solution, elle n'est pas tellement... parce qu'on aura du mal, taxe sur les transactions financières, etc. Il faut le faire, d'accord, mais ça ne peut pas être simple. Par contre, si on adopte quand même... Et je reviens à la question de départ. Pourquoi pas dans l'agriculture? Oui, c'est dans l'agriculture que ça se joue. Ça se joue essentiellement pour les questions de forêt dans les pays du Sud, dans lesquels nous travaillons ici au CIRAD, ça se joue essentiellement dans l'agriculture. Et quand vous regardez... Alors, j'ai pas de pointeur, mais quand vous regardez, il y a des toutes petites planètes là, en haut à droite, qui sont l'argent du Fastard de RED, l'argent annuel, c'est minable. Voilà, ça c'est l'argent pour RED, pour la forêt, etc., pour l'écosystème. Et puis là, vous avez les gros machins qui sont les investissements publics et privés, annuels, faits à la fois par la recherche et l'investissement agricole. Eh bien, une simple fraction. Si on était capable, effectivement, si on fait des PSE dans le monde agricole, quand je dis agricole, c'est agro-silvopastoral, je m'entends, au sens du CIRAD, c'est-à-dire au sens large, etc. Eh bien, si une partie, effectivement, de ces investissements agricoles était réorientée vers des PSE, qui est pour but de modifier, de transformer les pratiques agricoles pour faire en sorte qu'on ait, par exemple, des filières zéro déforestation, pour qu'on ait effectivement des nouveaux itinéraires techniques qui contribuent à la qualité de l'eau, etc., et qu'on associe ça à aussi des obligations de conservation, etc., eh bien, je pense que là, on peut résoudre notre problème financier. Il y a de l'argent, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si effectivement les gens qui travaillent dans le développement rural considèrent qu'ils ont un instrument, le PSE, qui n'est pas un instrument pour uniquement les gens qui s'occupent de forêt, d'environnement ou d'eau, mais que c'est un instrument également du développement durable et du développement agricole. Voilà, terminé. Oui, merci à Monsieur Karsanti pour cet exposé. Nous disposons de quelques instants si vous avez des questions concernant cette présentation. Si tout le monde a tout bien compris. Oui. Oui. Alors j'ai bien entendu tout ce que vous nous avez dit et comme vous voulez qu'on se présente, je me présenterai. Donc je suis là ici en congé et je travaille à la direction d'évaluation de la Banque mondiale. Et donc dans le domaine de l'agriculture, de l'eau et des forêts, puisque c'est ma formation. Et je vous dirais que, ainsi que je m'adresse également au premier intervenant et à vous-même, vous mettez le doigt sur des tas de choses, mais vous restez dans un cadre bien précis, qui est celui du monde tel qu'il existe depuis quelques siècles. Mais
vous faites un usage très grand, dès lors, de la monnaie, de l'argent, des financements, des investissements, etc., qui, eux, ont une nature très particulière et qui, précisément, a pour principe d'aller à l'encontre de tout ce qui est proposé là, dans son principe, dans sa nature. Et donc, je me demande s'il y a dans ce domaine de la recherche et que cette recherche peut être intégrée dans les aspects pratiques. Parce que là, vous êtes dans le pratique, mais dans un cadre bien particulier, oubliant de dire ici à tout le monde et à tous les étudiants qui sont là, quelle est la nature de cet argent qui est votre outil principal. Donc je serais quand même assez intéressé de savoir s'il y a de la recherche dans ce domaine, ce que vous en pensez vous-même et comment vous définissez ce système de l'argent bien particulier. Sinon, peut-être que je reviendrai avec des questions ou finalement un petit exposé pour tout le monde. Je serai très court. Alors, des recherches sur le fait que la monnaie n'est pas qu'un intermédiaire neutre et que les porteurs, effectivement, de sens, voire de violence, puisqu'il y a, je crois qu'il y a un célèbre ouvrage d'Orléans et de Aglietta, je crois, c'est ça, qui s'appelle La violence de la monnaie, qui a quelques années déjà. Il y a pas mal de réflexions là-dessus. Je suis entièrement d'accord. Je crois que toute la question de l'utilitarisme qui a été soulignée dans cette présentation est bien sûr en relation avec ça. Si vous voulez, on peut... alors, s'agit-il des incitations, du principe d'incitation lui-même, ou s'agit-il effectivement de l'objet monnaie particulier avec tout le rapport social qui est inclus dans la monnaie? C'est effectivement peut-être une discussion à avoir, qu'on n'aura pas le temps d'avoir ici, mais qu'on pourra peut-être avoir d'autres endroits. Cela dit, la plupart des PSE quand même, on appelle ça PSE, mais très souvent ce sont des transferts. Alors on appelle en nature, c'est-à-dire que on fait des écoles, on fait des puits, et quand on fait du co-investissement notamment, on apporte effectivement de la formation, on apporte des semences, on apporte des plants pour planter des arbres, des choses comme ça. Et ce qui se développe beaucoup aussi, notamment dans les côtés communautaires, où, comme vous le savez, on travaille dans des pays où on n'a pas toujours, notamment des gens qui ont des droits de propriété parfaitement solides du point de vue de la reconnaissance officielle, en tout cas, même s'ils l'ont du point de vue coutumier. Eh bien, ça peut être tout simplement des reconnaissances, des certificats. Alors, au Thaïlande, ce sont des titres fonciers, par exemple, qui sont demandés par les acteurs. Dans certains pays d'Asie du Sud, souvent des titres fonciers, effectivement, collectifs ou individuels. Donc, on peut faciliter ça comme ça, ou tout simplement des droits d'occupation. Donc, on peut effectivement éviter le passage à la monnaie. J'ai quand même tendance à dire, mais vous avez peut-être raison, et si c'est aux organisateurs de dire si vous voulez faire votre petit exposé, mais que je pense qu'on est plus sur un problème du rapport, de ce qu'on appelle le crowding out, c'est-à-dire vraiment de la question de l'incitation dans les relations sociales, qu'elles soient monétaires ou non monétaires. Peut-être plus que la question de la place de l'argent directement, effectivement, qui selon les sociétés, selon les milieux sociaux qui vont recevoir cet argent, vont certainement avoir des relations tout à fait différentes, parce que chaque société locale n'a pas le même rapport à l'argent monétaire, etc. Et tout ça. Bon, sachant que c'est de l'argent, pas forcément en cash, puisque la plupart des PSE se font aussi maintenant avec les téléphones, puisque vous savez très bien comment ça fonctionne maintenant, qu'on transfère l'argent à travers des unités téléphoniques qui on fait une sorte de monnaie spécifique qui suppose d'avoir des correspondants locaux qui reçoivent ces unités, puis les paysans reçoivent les unités sur leur téléphone. C'est pas pour les PSE, c'est pour des tas de choses. Puis ensuite, ils vont pouvoir avoir un certain nombre d'avantages, c'est des vouchers finalement d'achat. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est pas forcément très satisfaisant, mais si vous voulez en dire plus du point de vue théorique, je laisse c'est pas moi qui organise ce colloque. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour. Ça marche? Okay. Doyle McKee, professeur à Montpellier 2. Ça ouvre peut-être un vaste sujet, mais est-ce que tu peux dire quelque chose sur le IPBES et le rôle qu'il peut jouer dans tout ce thème de paiement pour services écosystémiques? Là, franchement, je ne sais pas. Disons que c'est clair c'est clair qu'on est devant des... Je pense que
Bon, les collègues de la biodiversité en général, les écologues, sont peut-être souvent plus intéressés par la première dimension des PIS qui sont les Land Use Restriction, c'est-à-dire qui sont effectivement de conserver des écosystèmes dans leur état actuel, disons, ou les améliorer, ou la restauration d'écosystèmes, effectivement, qui fait partie aussi, je crois, des éléments. Et je crois que, disons, c'est ce qui avait fait le consensus initial, par exemple, pour REDD, qui était de dire, le premier REDD, c'était effectivement de dire, si on conserve les forêts, si on conserve les écosystèmes, ça va faire un service carbone, un service biodiversité, parce qu'il y a de l'habitat, etc. Et voilà. Donc, non, moi, je ne sais pas. Je crois que ça fait partie de la panoplie d'instruments économiques que l'IPBES considère. C'est vrai qu'on en a plus discuté, et on en discute autant. Je crois autant REDD est un instrument très connoté climat de par son histoire, etc. Autant les PIS ont commencé beaucoup plus sur des questions liées à l'eau, à la qualité de l'eau, historiquement, et c'est les plus nombreux d'ailleurs encore aujourd'hui, très largement. S'ouvre aujourd'hui sur la question des habitats, et au fond, la question du carbone dans les PSE, elle est presque minoritaire. D'abord parce que ça s'appelle projet REDD. Bon, comme les projets REDD sont en pleine déliquescence, je pense que ça s'appellera plus projet REDD d'ici peu de temps, ça va redevenir des projets de gestion d'aires protégées, de gestion de zones humides, etc. Parce que comme maintenant le marché du carbone n'est plus là, il n'y a plus l'argent de la REDD, donc on va faire autre chose. Mais je pense, voilà, le carbone n'est pas dominant, la question climat n'est pas dominante dans le PSE à mon avis. C'est d'abord la question de l'eau, très largement, pour des raisons y compris, parce que c'est ce que j'appelle un PSE de circuit court. Circuit court, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'intermédiaires possible. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a directement un rapport entre les pratiques éventuellement en amont d'un territoire, d'un bassin versant, et la qualité de l'eau en bas du bassin versant, etc. Tandis que pour le carbone, la biodiversité, c'est plus compliqué, il faut des intermédiaires, etc. Bon, donc c'est pour ça que ça marche le mieux, je pense, y compris pour des raisons de coût de transaction. Mais le carbone n'est pas dominant. Donc oui, je pense que c'est un outil de la communauté qui travaille sur les écosystèmes, des écologues, très, très clairement. Oui. Il y a une autre question ici. Alain, Andrew Wardell, CIFOR, rattaché à CIRED. Enchanté. Oui, on se connaît très bien, Alain. Merci beaucoup pour la présentation. Alain, je voudrais évoquer le cas du Brésil par rapport à tout ce que vous avez présenté. Et le fait que c'est le Brésil qui est souvent nommé comme un pays où les systèmes PSE ont un impact. Par rapport au changement en termes de taux de déboisement dans ce pays. Par contre, il y avait aussi une étude par Climate Policy Initiative qui a été publiée, je crois, en 2012 ou 2013, qui a montré clairement qu'une des raisons fondamentales par rapport à la baisse du taux de déboisement était liée à une baisse dans l'économie en général. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'utilisation des systèmes, soit bolche forestier, bolche environnementaux au Brésil, par rapport au même le niveau d'activité économique et ses impacts par rapport au changement en termes de taux de déboisement. Oui, alors, trois réponses. Premièrement, il y a tout un débat en ce moment pour savoir à quoi attribuer la baisse du taux de déboisement, qui, je vous rappelle, depuis entre 2005 et 2014, il y a une baisse de 75% de la déforestation dans le biome amazonien. Je parle du biome amazonien, pas du Brésil, parce qu'il y a énormément d'effets de fuite, donc de déplacement de la déforestation dans la Cerrados, dans le Chacos, etc., et y compris au-delà des frontières du Brésil, dans la partie andine de l'Équateur, du Pérou, etc. Et donc on a pas mal de débats là-dessus. Une partie de l'explication viendrait, semble-t-il, il y a des articles qui demandent est-ce que ce sont les prix, y compris les taux, dans les prix je mets les taux de change, etc., le taux de change, le prix payé au producteur de soja, de l'éleveur, etc., qui fait que, en gros, c'est très simple, c'est que plus le prix payé au producteur en termes réels est faible, plus le périmètre de profitabilité de la déforestation se rétrécit. Plus au contraire, plus effectivement faire du soja ça rapporte, à ce moment-là on va pouvoir aller plus loin dans la forêt. Bon, c'est comme ça que ça marche, du point de vue économique, de manière assez simple. En gros, il y a un débat, les économètres sont en train de se battre pour savoir si c'est vraiment les politiques publiques ou la partie économique, les prix, y compris le taux de change, etc. Alors il y a un article qui dit c'est 50-50, bon, il y en a un article qui dit c'est plus compliqué. Moi, je crois que c'est, comme toujours, il faudra voir, on n'a pas toutes les informations. Je pense qu'il y a des deux, mais on ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Alors maintenant, dans la partie politique publique, je pense que l'essentiel, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Alors le Brésil a utilisé une palette d'instruments, avec effectivement de l'incitation, etc. Mais quand même l'élément essentiel,
c'est l'application de la loi de 1995 sur la réserve forestière. C'est-à-dire que le Brésil, avait une loi depuis bien longtemps qu'il n'appliquait pas, qui demande que chaque propriété en Amazonie conserve 80% de couverts forestiers, que cette loi, personne ne l'appliquait jusqu'à présent, et puis que depuis le gouvernement Lula a dit on va appliquer la loi. Et il y a eu des amendes, etc., des sanctions, renforcées par les systèmes de surveillance satellitaire pour lesquels le Brésil a développé une technologie, etc., une capacité très, très importante. Donc très clairement, c'est effectivement, de ce point de vue, l'application rigoureuse des lois, plus rigoureuse en tout cas des lois, qui a baissé la déforestation. Alors par ailleurs, quand il y a de nouvelles routes, on a fait des aires protégées autour, donc on a aussi une logique aire protégée, on a aussi une logique d'évolution de la tenure foncière à des communautés indigènes, on a toute une palette d'instruments. Je crois que les PSE font partie de la palette, mais je crois que j'ai une doctorante, Gabriela, qui a travaillé, qui a passé quelques temps au Brésil. Je pense que c'est pas anecdotique, mais je pense que c'est quand même pas l'essentiel. Disons, c'est peut-être important au niveau local dans certaines zones, mais au niveau en tout cas du biome amazonien, à mon avis, je ne mettrais pas ça en premier. Ça a certainement contribué. Maintenant, quel est le pourcentage qu'on peut imputer au PSE, ça, évidemment, c'est un débat qu'on ne pourra pas trancher, mais à mon avis, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est l'application de la loi. Et c'est vrai qu'il y a un débat au Brésil très intéressant, parce que c'est clair que si on regarde, il est clair que ça plaide aussi pour qu'on donne la priorité au PSE pour les petits paysans, par exemple. Parce que si vous commencez effectivement à payer un propriétaire effectivement qui a des droits de déboiser et qui a une propriété, une latifundia de 10 000 hectares, effectivement, et qui dit bon bah écoutez, je pourrais tout détruire, mais je vais me réfréner, je vais détruire que les 3/4 de la forêt sur les 10 000 hectares. Il va recevoir énormément d'argent. Voyez le problème, c'est-à-dire que il y a aussi un problème d'équité très clair, et je pense que moi je plaide beaucoup pour qu'on exclue les grands propriétaires des systèmes de PSE. Parce que bien évidemment, ils vont à la fois siphonner l'ensemble des ressources disponibles, et puis en plus, de toute façon, ils vont très probablement bénéficier d'effets d'aubaine et de choses comme ça, un peu comme pour le système des enchères. Donc voilà un peu ma réponse. Bien, merci. Si vous le voulez bien, on va passer à la suite. Merci tout d'abord aux intervenants pour ces deux exposés qui ont permis d'éclaircir certains points et de soulever certaines questions. Donc ensuite va venir une troisième partie du colloque avec on va aborder plutôt les questions autour de la mise en place plus concrète des PSE avec une intervention de Jean-Michel Salle du CNRS et de Colas Chervier du CIRAD. Et ensuite une dernière partie où l'on s'attardera plutôt sur les questions liées à l'éthique autour des paiements pour services environnementaux. Voilà. Donc maintenant, je vais vous inviter à... Donc oui, dans cette dernière partie vont intervenir Virginie Maris du CEF et Julien Delors de l'Université de Toulouse. Donc maintenant, je vais vous inviter à prendre une petite pause d'une quinzaine de minutes, voilà, où vous pouvez sortir, prendre une petite collation, café et gâteau, vous seront servis. Et vu qu'on est un peu en retard sur le programme, je vous invite à revenir au bout d'un quart d'heure pour la suite. Merci.